Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous voici aujourd'hui rendus à notre deuxième séance, effectivement sur notre chaîne de la GECOCOE éducative Web TV. Et cette deuxième séance portera sur le marché après avoir vu la première, évidemment, qui était afférente à la présentation de l'économie dans sa définition, dans son objet, qui est la rareté des ressources face à des besoins illimités et qui nous contraint à faire des choix. À cause évidemment de la limitation des ressources face à ces besoins illimités, nous sommes contraints de faire des choix qui se veulent être rationnels, judicieux et qui nous conduisent évidemment à un coup d'option. Évidemment, on a vu en arrière de ces choix que malgré le coup d'option, il est omniprésent. Il est omniprésent. Nous devons toujours faire effectivement dans le choix d'un acte, d'un besoin ou d'une activité, nous devons toujours faire effectivement le calcul coût effectivement bénéfice. C'est-à-dire toujours regarder si l'acte qu'on va engager va présenter un gain plus élevé qu'un sacrifice, un bénéfice plus élevé qu'un coût. Et là, on fait le raisonnement effectivement à la marge en allant comparer effectivement l'avantage marginal au coût marginal. On engage l'acte si l'avantage marginal est supérieur ou égal au coût marginal. Donc, après avoir effectivement vu cela, nous abordons aujourd'hui le deuxième chapitre ou la deuxième séance qui a trait au marché. Le marché dans sa définition, le marché dans effectivement le type selon le type des échanges, le type de marché selon les échanges, selon la nature des échanges, le marché selon la nature, effectivement, c'est-à-dire la nature de la concurrence, le degré de concurrence, pardon, et donc selon le nombre d'acteurs qui jouent à l'intérieur. Et puis, l'équilibre du marché. Côté demande, côté offre. On verra d'abord effectivement côté demande, avec tous les concepts de quantité demandée, de demande du bien, de barème de la demande, de loi de la demande, etc. Et puis, on verra effectivement aussi côté offre, selon le même cheminement. Et puis, on croisera l'offre entre les deux, l'offre et la demande, et puis on aura effectivement l'équilibre du marché. On verra que à cet équilibre du marché, si le marché, et là je vous signale que le marché dont on fera l'étude en premier, c'est le marché de concurrence pure et parfaite, dans le degré effectivement de concurrence, c'est d'abord lui qu'on va voir. Et donc on verra que s'il n'y a pas d'écueil dans ce marché-là, c'est-à-dire pas de prix plafond, pas de prix plancher, pas de quota. Donc, les interventions de l'État, si elles n'existent pas, ce marché est totalement libre. Et c'est dans ce marché libre qu'on va avoir l'efficacité allocative des ressources, au sens que c'est là-dedans, dans ce type de marché totalement libre, que les agents économiques peuvent effectivement aller obtenir le gain le plus grand, le plus élevé, à la hauteur effectivement des ressources à engager, des ressources à engager. On les a vus, capital, travail, etc. Donc, on verra qu'en dehors de cet équilibre-là, lorsque le prix courant est supérieur au prix d'équilibre, on va, ou inférieur, on aura affaire à des déséquilibres qui peuvent renvoyer à des surplus ou effectivement à des pénuries. On verra à la fin effectivement que ce marché-là, l'équilibre du marché-là, c'est une situation comme exceptionnelle. La règle, c'est que l'équilibre va bouger en permanence selon effectivement la demande qui peut bouger, augmenter ou baisser, ou l'offre qui peut bouger ou baisser. Et en fonction de ces chocs qui vont frapper évidemment la demande et l'offre et qui vont provenir des facteurs autres que le prix du bien étudié, ben ça évidemment amènera à des variations des prix et des quantités d'équilibre, puisqu'on verra comment l'équilibre aussi se détermine sur le marché. Et donc, à partir de la loi de l'offre et de la demande, nous pouvons anticiper les variations effectivement de prix et de quantité. Et c'est grâce à cette loi que beaucoup font de la spéculation en bourse ou sur des marchés effectivement d'autres types de biens pour pouvoir s'enrichir de manière légale. Il suffit de comprendre simplement, évidemment, comment ces marchés-là fonctionnent et la loi de l'offre et de la demande va pas mal aider là-dedans. Donc, nous allons effectivement lancer notre écran blanc pour pouvoir expliquer tous ces concepts-là qu'on vient de présenter dans le plan de match, c'est-à-dire
le marché, les types de marché selon les échanges qui sont faits, le type de marché selon le degré effectivement de concurrence, etc. Bien, donc pour le premier point, à savoir c'est quoi le marché, mais le marché, on va généralement le définir comme le lieu de rencontre entre l'offre et la demande. Ce lieu, il peut être physique ou virtuel. Donc, il suffit qu'effectivement, des agents économiques, puisque le marché est un lieu de coordination des décisions des agents économiques, il suffit que les agents économiques se rencontrent à quelque part. Donc, ça peut être physique, ça peut effectivement être virtuel depuis l'avènement, évidemment, d'Internet. Donc, ce marché-là, selon le type d'échange qui va se faire à l'intérieur, il peut être un marché de biens, le pain, par exemple, un marché de services, le service, c'est pas moi, de coiffure, le fait d'aller se faire coiffer, c'est un service, le fait d'aller voir un médecin, c'est un service. Ça peut être un marché des facteurs de production, un marché du facteur capital, le capital financier, comme un marché effectivement du facteur travail, le marché du travail, avec ici, attention, une attention à accorder évidemment ici aux agents qui offrent ou qui demandent au travail. Sur le marché du travail, évidemment, ce sont les ménages qui offrent le travail. Sur le marché du travail, ce sont les entreprises qui demandent le travail. Parce que si on voyait cela en termes d'emploi, par contre, sur le marché de l'emploi, qui offre l'emploi, ce sont les entreprises. Qui demandent l'emploi, ce sont les ménages. Donc, il faut faire attention avec ça parce que les gens, ils se trompent encore un peu, effectivement, selon qu'on le voit, ce marché versant travail ou versant effectivement emploi. Donc, maintenant, au niveau du marché, selon le degré de concurrence, c'est-à-dire selon le nombre d'acteurs qui vont jouer à l'intérieur, côté demande comme côté offre, vous allez avoir le marché de concurrence pure et parfaite. C'est ce marché sur lequel on va surtout travailler ici et voir l'équilibre de ce dernier et voir que c'est le marché qui permet globalement l'allocation optimale des ressources, l'efficacité allocative des ressources lorsqu'il n'y a aucun écueil. Donc, lorsqu'il n'y a aucune intervention de l'État, ni de prix plafond, pas forcément de l'État, parce que des écueils comme les effets externes peuvent venir vicier l'efficacité allocative. Ça n'a rien à voir avec l'État. Et ça ne veut pas non plus dire que l'État est mauvais là. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut simplement dire que oui, l'intervention de l'État peut venir vicier une situation qui était pas mal bonne. Mais comme l'État peut aussi régler beaucoup de problèmes que le marché n'est pas capable toujours de régler, vous voyez, les effets externes, il ne faut pas attendre que le marché règle le problème, toujours. L'État peut aussi bien régler ça de par la réglementation, de par la mise en place d'une taxation carbone, par exemple. Le marché peut aussi le régler, mais l'État le règle beaucoup, je pense, hein, ça n'engage que moi, beaucoup plus efficacement que le marché parce que l'État a quand même un pouvoir de coercition. Et donc, l'État peut effectivement contraindre les entreprises à internaliser effectivement les coûts de pollution qu'elles font subir aux personnes autres qu'elles autres dans leur activité de production pour atteindre évidemment leur fonction objectif qui est de maximiser leur profit, mais tout en polluant par exemple l'air. Vous voyez, bon, ça fera l'objet d'un chapitre spécial. Donc, le premier type de marché qu'on voit selon effectivement la concurrence exacerbée, c'est le marché de concurrence pure et parfaite. Je signale ici que quand on parle de concurrence pure et parfaite, j'aimerais dire qu'il n'y a pas de concurrence parfaite à 100%. Ça n'existe pas. On parle de concurrence exacerbée, oui. De concurrence forte, oui. Mais à 100% concurrentiel, ça n'existe pas. Parce que même les États-Unis, qui sont le pays le plus libéral au monde, l'État y intervient. Donc, il n'y a pas de marché totalement libre là-bas. C'est faux. C'est faux. L'État y intervient pour régler quelques lacunes ou pour peut-être vicier aussi le marché. Mais l'État y intervient. Si à l'intérieur, il y a de la taxation, si à l'intérieur, on peut mettre des quotas, si à l'intérieur, on peut mettre des mécanismes de prix plafond, prix plancher, ben, ça veut dire que le marché totalement libre n'existe pas. Oui, on peut parler effectivement de liberté grande du marché, c'est-à-dire en termes effectivement d'intervention minimale de l'État.
ou inversement, de planification économique très poussée, mais pas à 100% d'un bord comme de l'autre. OK? Donc, c'est ce marché de concurrence pure et parfaite que nous allons effectivement d'abord voir. Après, vous avez à l'autre extrémité, effectivement, parce que c'est un continuum, à l'autre extrémité, vous avez le marché monopolistique. On le verra plus tard. Le marché monopolistique, un vendeur, plusieurs acheteurs. Après, vous avez le marché effectivement oligopolistique qui ressemble à un monopole, mais un monopole de 2, 3, 4 entreprises. Et puis, vous avez le marché de concurrence monopolistique. Des monopoles qui se font concurrence. J'aime pas mal ce marché-là également. On va les voir. Nous avons pas mal d'ouvrages parce que ce projet est un projet évidemment long-termiste. Donc, voilà les différents types de marchés selon effectivement le degré de concurrence ou selon le nombre de participants, d'acteurs à l'intérieur. Nous, on va focuser sur le marché de concurrence pure et parfaite, effectivement, au départ. Bien, après, le troisième point, effectivement, que l'on va voir et qui va faire l'objet d'utilisation de notre tableau blanc, c'est effectivement le point sur l'équilibre du marché. L'équilibre du marché, évidemment, le marché du point de vue graphique, parce qu'on utilise beaucoup les modèles graphiques en économie, le marché se présente comme ça. On l'a dit, c'est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande. Bon, je vais essayer d'être un peu précis, c'est pas aussi évident que ça avec la technologie Wacom. Donc, vous avez le plan euclidien, le marché, on le représente comme ça. En quantité, vous mettez toujours les quantités demandées et offertes, plutôt en abscisse ici, et puis en ordonnée, vous mettez les prix. Je signale au départ que, je signale pas au départ, puisque le départ a déjà été donné, je signale qu'un marché est étudié par rapport à un produit et un seul, par rapport à un service et un seul. En économie, il n'y a pas du marché de la banane et du lait, ou et du pain et du vêtement. Ça n'existe pas. On pourra peut-être le voir en macroéconomie quand on va étudier le modèle offre globale, demande globale et qu'on ira évidemment voir l'ensemble des biens et services effectivement qui sont créés. Mais lorsqu'on est en microéconomie et que l'on étudie un bien et un seul sur un marché, ben c'est un bien et un seul. Au fond, quand je vais à Maxi, qui est un grand commerce ici, au fond, du point de vue populaire, on peut prendre Maxi comme un marché, comme un encan, comme un marché populaire. Mais du point de vue économique et donc technocratique, à Maxi, il y a plusieurs marchés. Si je veux au rayon du lait Cobon, je crois, de 3 litres ou de 6 litres, je ne sais plus trop combien il y a de litres à l'intérieur. Je crois que c'est 6 litres. Hein? Je ne sais pas, je crois, peut-être, je ne sais plus. Donc, si je vais au marché du lait Cobon, le même Cobon que j'achète à Maxi, qui est à IGA, qui est à Super C, c'est le marché du lait. Si c'est le pain, la baguette de pain, la même baguette de pain que je peux avoir à l'Oblose ou ailleurs, c'est le marché du pain. OK? Donc, je vais mettre ici banane pour dire que j'étudie le marché de la banane. Donc, le marché se représente toujours graphiquement comme ça. Vous avez effectivement une courbe, une droite, on va les faire plutôt sous forme de droite, qui descend, qu'on appelle la demande. Je vais l'appeler la demande. OK? Je vais l'appeler la demande, D0, et puis une droite qui monte, qu'on appelle l'offre. Je vais l'appeler l'offre au zéro. Bien, comme il y a plusieurs joueurs, on va l'appeler ici une courbe d'avantage marginal social. Mais je vais d'abord expliquer pourquoi on arrive à l'avantage marginal social. OK? Donc, vous avez ici le prix maximal que je suis prêt à mettre pour acheter une unité additionnelle d'un bien. Ce prix maximal-là, l'ordonnée à l'origine de l'équation, de la droite de demande, qui est souvent formalisée sous la forme d'une équation de demande inversée, contrairement à la réalité qu'on observe. La réalité, c'est qu'on demande une quantité d'un bien en fonction du prix. Mais dans la formalisation de l'équation de demande inversée selon évidemment l'auteur du concept, Alfred Marshall, il met plutôt la fonction sous la forme de P égale à F de QD, alors que dans la réalité, ça devrait être QD égale à F de P, c'est-à-dire quantité demandée, fonction de P. Bon, c'est un autre point, on va le voir plus tard. Donc ici, ce point-là,
on va l'appeler point d'avantage marginal, OK? C'est-à-dire le prix maximal que je suis prêt à mettre pour avoir la première unité d'un bien. C'est pour ça qu'on l'appelle avantage marginal. On va l'appeler avantage marginal social ben, parce que sur un marché concurrentiel, il y a une multitude d'acteurs, acheteurs, demandeurs, qui sont les ménages. Donc ici, je vous le spécifie, ce sont les ménages qui demandent le bien. Parce que la fonction principale d'un ménage, on l'a vu la semaine dernière, c'est de consommer. C'est les ménages qui demandent le bien. Au niveau de l'offre, qui produit les biens, qui offre le bien, ce sont les entreprises. On l'a vu, les fonctions principales des agents économiques dans une des explications de ce qu'est la microéconomie. OK? Donc, ici, le point d'origine de l'offre, ici, on va l'appeler, c'est un prix minimal attendu par le producteur pour élaborer la première unité d'un bien ou l'unité additionnelle d'un bien. C'est-à-dire que pour élaborer la première unité d'un bien, il y a toujours effectivement il y a toujours effectivement un prix de réserve, un prix de réserve que les agents économiques vont se donner. Du point de vue du consommateur, on l'appelle le prix, l'avantage marginal, c'est-à-dire le prix maximal qu'il consent à payer pour avoir une unité additionnelle d'un bien. Mais en partant de zéro, l'unité additionnelle du bien, c'est la première unité. C'est un prix de réserve. C'est un prix de réserve, c'est un prix subjectif. C'est pas un prix effectivement objectif, c'est pas un prix effectif qui est déterminé par l'offre et la demande. C'est un prix que le consommateur lui-même se donne pour avoir évidemment une unité additionnelle d'un bien à l'aune de la satisfaction attendue qu'on appelle l'utilité marginale ou l'avantage marginal de manière plus générale. OK? Et ici, vous l'avez, ici on l'appelle effectivement le prix minimal que consent attendu par le producteur pour vendre, pour produire et vendre une unité additionnelle, dont la première unité plutôt d'un bien. Et lui, on va l'appeler effectivement coût marginal social, parce qu'ici, l'offre du marché, c'est la somme des offres individuelles. Comme ici, la demande du marché, qu'on appellera évidemment avantage marginal social, c'est c'est la somme des demandes individuelles. Donc ici, c'est l'avantage marginal social. La courbe de demande n'est qu'une courbe d'avantage marginal social et la courbe d'offre n'est qu'une courbe au fond de coût marginal social. Le social renvoyant à la multitude d'acteurs, au collectif, parce que vous êtes nombreux sur un marché concurrentiel. Vous n'êtes pas seul. Donc l'équilibre du marché est là. OK, il est là. Je vous l'ai montré la semaine dernière. Cet équilibre-là, on l'obtient dans avec le postulat que quantité demandée égale à quantité offerte égale à quantité d'équilibre. Une fois que j'ai trouvé cette quantité d'équilibre, je viens la représenter dans l'équation de prix, équation de demande inversée, pour trouver le prix d'équilibre. Voilà comment on détermine l'équilibre sur le marché. Donc voilà le marché que l'on va étudier tantôt. J'ai planté grosso modo le décor de son équilibre. Maintenant, nous allons aller étape par étape pour voir d'abord un pan du marché, la demande, et puis on va voir l'autre pan du marché, l'offre, et puis on va croiser le fer, comme on vient de le voir là. On va croiser le fer entre les deux, puisqu'on définit le marché comme le lieu de rencontre, le lieu de coordination des décisions, le lieu de rencontre effectivement des agents co-échangistes, ménages consommateurs, fonction principale c'est de consommer, et entreprise producteur ou productrice. Donc, on va voir tout ça. Je vais effacer évidemment euh, ce graphe parce que j'aurai besoin du tableau pour aller jouer petit à petit avec un pan du marché, à savoir la demande, et puis l'autre pan du marché, à savoir l'offre, et puis on va croiser à nouveau le fer entre les deux. Ça va? Bien. Donc,
On va aller petit à petit. Donc, je vais aller, je vais tracer à nouveau un plan euclidien. Je vais faire ça un peu plus au centre ici. Je trace mon plan euclidien. Donc, voilà mon plan euclidien, des axes de quantité et de prix. Donc, je vous le dis, ici, en quantité, on met toujours en abscisse, on met toujours les quantités. Mais comme on est d'abord côté demande, on va étudier la demande. On étudie la demande. Je mets ici demande. Et puis, on va étudier l'offre. On va voir plus tard pour l'offre, mais c'est la demande qui est le plus important, hein, des pans lorsqu'on étudie l'équilibre du marché. Ici, vous mettez toujours le prix, pas l'inverse. Si vous mettez les prix côté abscisse, je vous le dis, c'est Alfred Marshall qui a formalisé sa fonction, évidemment, de demande ainsi. Ce sont des fonctions de demande inversées. Inversées. Or, on sait que dans la vraie vie, c'est le prix qui est le facteur explicatif qui est la variable explicative, la variable expliquée qui est la quantité demandée. Mais Marshall a formalisé de telle manière que ça soit l'inverse. Voilà pourquoi on met évidemment le prix tout en haut et les quantités demandées en bas. Or, vous vous rappelez, quand on faisait les équations de type affine, de type y égale à f de x, on mettait la variable explicative, évidemment, sur les abscisses, x en abscisse et y en ordonnée. J'espère que je me fais comprendre. Bien, donc, allons-y. Ici, j'ai l'origine du plan 0, 0. OK? Donc, je vais prendre un point. Ce point-là, je vais l'appeler une quantité demandée. Le marché, c'est le marché du pain. OK? Le marché du pain. Dans ce point-là, je vais l'appeler une quantité demandée 0 à un prix 0. Donc, premier point là, sur la demande, c'est quoi la quantité demandée? La quantité demandée d'un bien, de bien pain, ce n'est rien d'autre que le volume d'un bien que les agents économiques, notamment ménages, veulent acheter, ont l'intention d'acheter à un prix donné. Donc, si je fais un deuxième point, je vais essayer de faire ça de telle manière que j'ai affaire à une droite et donc à une pente qui est constante et pas à une courbe avec une multitude de pentes. Donc, si je prends un deuxième point, je me projette sur les deux axes, j'ai une quantité demander une et puis un prix P1. Je prends un troisième point. J'espère que là, j'ai une pente qui est constante. Je l'appelle une quantité demandée 2 à un prix P2. OK? Allez, je continue. Je vais venir jusqu'ici. Vous voyez, je vais l'appeler un prix P3 pour une quantité ici qui serait une quantité demandée 3. Donc, lorsque je rassemble tous ces points-là comme ça, là, lorsque je les rassemble, j'obtiens ce qu'on appelle le barème de la demande, c'est-à-dire l'ensemble des quantités demandées d'un bien, du bien pain en l'occurrence, à leurs différents prix. Et lorsque je joins tous ces points avec une droite, je les joins, j'espère que ce sera évidemment pas mal bien. Bon, la pente n'est pas mal constante, mais là, j'obtiens ce qu'on appelle la droite de la demande. Si ça avait été arqué, ça aurait été une courbe de la demande. J'obtiens ce qu'on appelle la droite de la demande. Je vais marquer ici des zéros, la droite de la demande. OK? Donc, je me rends compte que quand je me déplace, je vais mettre des points. Ici, le point A et ici, le point, appelons-le le point D. Je me rends compte que quand je me déplace de A à D, OK, je me déplace, je vais faire de grands axes là, de grandes droites. Quand je me déplace de A à D, OK, c'est comme si de A à D, c'est comme si j'allais comme ça en termes de prix et comme ça en termes de quantité. OK? Donc, c'est comme si lorsque les prix augmentent, je mets plus variation positive, les quantités demandées, elles, baissent.
Inversement, si je vais de D à A, j'aurai le mouvement inverse. C'est-à-dire que c'est comme si les prix baissaient et les quantités demandées augmentaient. Et donc, cette relation négative-là, quand les prix montent, les quantités demandées baissent. Quand les prix baissent, les quantités demandées montent. Cette relation négative-là, c'est ça qu'on appelle la loi de la demande, qui renvoie à une pente négative. La pente, elle baisse. La pente, là, vous voyez, quand je vais de ce point à ce point ou de ce point à ce point, ben, la relation entre mes deux variables, elle est comme négative, ce qui renvoie à une pente négative de la droite ou de la courbe de la demande, de la droite ou de la courbe de la demande. Cette pente négative-là renvoie à ce qu'on appelle la loi de la demande. Qui dit quoi? Qui dit que lorsque le prix d'un bien monte, et ça s'appuie sur des faits observés sur le terrain, parce que la science économique est une science humaine qui s'appuie donc sur l'observation. Pour expliquer les phénomènes humains, il faut d'abord les observer. Et durablement observer les consommateurs sur le marché, et globalement, ils se comportent comme ça. Pas tous, parce qu'il y a quand même des violations de la loi de la demande. Effet Giffen, effet Veblen, effet Cliquet. Mais globalement, le gros de la troupe se comporte comme ça. Lorsque le prix d'un bien augmente, la quantité demandée baisse. Quand le prix d'un bien baisse, la quantité demandée augmente. C'est ça la loi de la demande. Sauf qu'il y a un mais. Pourquoi il y a un mais? Pourquoi ce que j'ai dit tantôt n'est pas totalement vrai? Pour que la loi de la demande soit dans son explication la meilleure, il y a quelque chose qui manque. Ça manque quelque chose. Pourquoi? Ben parce que ma relation négative entre les prix et les quantités demandées n'est vraie que si je suis dans une relation exclusive et donc causale entre les prix et les quantités demandées. Parce que dans la vraie vie, on n'achète pas un bien que parce que c'est son prix qui vous motive. Dans la vraie vie, on peut acheter un bien parce qu'on a des revenus élevés. Dans la vraie vie, on peut acheter un bien parce qu'on a des préférences pour le bien. Dans la vraie vie, on peut acheter un bien parce qu'on fait des anticipations sur le prix de ce bien. Vous voyez? Or, moi, ici, dans mon plan, je suis dans un plan à deux dimensions. Il n'y a que deux phénomènes que j'ai étudiés en relation. Donc, j'aimerais pas voir jouer le revenu, les préférences, tous les facteurs hors contexte. Donc, pour que ma loi de la demande soit vraie, c'est-à-dire pour que la hausse du prix d'un bien entraîne la baisse de la quantité demandée ou inversement, je dois ajouter à ce que j'ai dit tantôt la clause ceteris paribus ou mutatis mutandi. Je l'écris ici, la clause ceteris paribus, qui veut dire toute chose étant égale par ailleurs, ou mutatis mutandi, expression évidemment latine, qui veut dire toute chose étant égale par ailleurs. Ça veut dire que si je bloque constant tous les facteurs hors contexte, revenus, au sens de ne pas les faire jouer dans ma relation que je voudrais comme exclusive, comme causale entre le prix et les quantités demandées, si je bloque tous ces facteurs-là, ben, j'observerai effectivement que si le prix d'un bien augmente, j'aurai une baisse de la quantité demandée du bien. Donc, je reviens à la loi de la demande. Elle dit, elle doit se dire, ceteris paribus, si le prix d'un bien augmente, la quantité demandée baisse. Ou si le prix d'un bien baisse, la quantité demandée augmente. Mais je dois dire ceteris paribus. Si je ne le dis pas, ma relation ne sera pas totalement vraie au sens de la causalité. Parce que dans la vraie vie, il n'y a pas que le prix qui explique pourquoi on achète un bien. Il y a d'autres facteurs. Mais j'aimerais les bloquer. J'aimerais pas les voir jouer. C'est ça qui nous permettait souvent quand on faisait les équations de régression. Quand vous faisiez une régression de y sur x pour avoir une parfaite, effectivement, régression et faire effectivement des projections
meilleur, il fallait que les points soient alignés. Souvent, par la méthode des moindres carrés ordinaires, il fallait que le facteur résiduel soit réduit à néant. Mais le facteur résiduel réduit à néant, là, c'est quoi? Ben, c'est la clause ceteris paribus. On veut le bloquer, on ne veut pas qu'il joue. Il faut qu'il intervienne à zéro dans ma relation causale entre le prix et les quantités. OK? Bien. On va voir que, oui, la loi de la demande, elle dit, c'est ceteris paribus, si le prix d'un bien augmente, la quantité demandée baisse. Mais la loi de la demande n'explique pas pourquoi la pente est-elle négative. Pourquoi la pente de la droite ou de la courbe de la demande est-elle négative? Pour le voir ou pour l'expliquer, là, on va aller chercher deux façons de l'expliquer. OK? Deux façons de l'expliquer. On va l'expliquer par la première façon, c'est-à-dire par les effets de revenus et les effets de substitution entre les biens présents et les biens, entre les biens domestiques, pardon, et les biens étrangers au travers du taux de change, le fameux effet de substitution et de revenus qui explique pourquoi, évidemment, pourquoi effectivement, généralement, la récession suit effectivement une inflation. La plupart des modèles, évidemment, le montrent. Mais ça, on le verra beaucoup plus tard quand on fera le modèle offre globale, demande globale, et que l'on verra comment effectivement une inflation alimentée par un choc quelconque, qui peut venir par la demande ou par l'offre, par les coûts, comment cette inflation peut finir à la longue par générer effectivement la récession économique. C'est pour cela que tous les modèles prédisent, avec l'inflation mondiale actuelle, que nous allons entrer effectivement dans la récession économique, avec un décalage temporel de 2, 3 ans. Or, la crise inflationniste a eu lieu évidemment vers la relance a eu lieu à peu près vers les 2022. Voilà, c'est là où ça a commencé à peu près. Donc, nous sommes en train d'entrer effectivement dans, évidemment, euh, l'impact de cette relance de l'économie en termes d'inflation engendrée par la reprise, qui va effectivement se caractériser par une récession de l'économie. Bon, ça c'est l'objet d'un autre chapitre. Donc, on va expliquer la pente négative de la demande ici par les effets de revenus et les effets de substitution. Les effets de revenus dont il s'agit, c'est les effets de revenus réels, d'encaisse réelle ou de pouvoir d'achat. L'effet de revenus, c'est ça. Je marque ER. L'effet de revenus, c'est en termes de revenus réels. Je mets RR, revenu réel. Ce revenu réel, c'est le pouvoir d'achat, la quantité de biens et services que vous pouvez acheter avec un revenu nominal, que l'on va exprimer sous la forme, effectivement, ici, du revenu nominal divisé par l'IPC. Divisé par l'IPC. OK? Donc, il arrive que quoi? Il arrive que lorsque le revenu nominal, qui est évidemment disponible ou net, quand le revenu nominal est constant, en haut, je mets une barre ici, constant, et que l'IPC monte en bas dans le pays, dans un pays, l'IPC, c'est le niveau des prix, la moyenne des prix des biens et services finaux entrant dans le panier du ménage type urbain. Donc, quand l'IPC monte en bas et que le revenu nominal disponible en haut reste constant, ben, veut pas, évidemment, le revenu réel, votre pouvoir d'achat, il baisse. Le revenu réel, je le répète encore, c'est le panier de biens. Donc, avant que le niveau des prix monte, voilà votre panier de biens était pour ça là. Vous aviez l'alimentation, le logement, la santé, l'éducation. Et puis les prix montent en T1, ben, quand les prix montent à revenu disponible nominal stable, ben, votre panier va se rétrécir. Et là, vous devenez pauvre. Avant, si vous aviez le loisir, l'éducation, vous n'en aurez plus. Vous allez vous limiter effectivement aux besoins de base, selon effectivement la base de la pyramide de Maslow, se nourrir, se loger, se vêtir. Au Canada, par exemple, il fait froid. Il faut avoir de bons habits qui vous tiennent chaud. Vous voyez, mais vous devenez pauvre parce que vous n'aurez plus autant de biens dans le panier en T0 comme vous l'aviez en T0. Vous ne l'aurez plus en T1. OK? Donc, c'est ça, simplement, l'effet de revenu, au sens de revenu réel, d'encaisse réelle ou de pouvoir d'achat, qui dit que lorsque les prix montent, on part ici d'une hausse des prix,
quand les prix montent, ben, on se retrouve avec une baisse effectivement du pouvoir réel, de la quantité des biens et services dans votre panier. OK? L'effet de substitution entre effectivement, pour faire ça simple, hein, entre deux biens, l'effet de substitution ici, au fond, ça renvoie à quoi? À la concurrence, à la, comment dire ça? À la substitution entre deux biens. C'est quoi deux biens substituables? C'est deux biens qui peuvent se remplacer, dont la consommation de l'une ne va pas avec celle de l'autre. OK? Donc ici, je vais prendre le thé et le café. On va voir que si le thé, allez, je vais aller jouer avec un tableau plus grand parce que là, ça commence à devenir pas mal étroit. Donc, je vais effacer tout ça là pour expliquer l'effet de substitution. L'effet de substitution entre deux biens. En fait, ce n'est pas l'effet de substitution comme on voit en macroéconomie. Je crois que je me rappelle que j'ai dit, j'en ai plutôt parlé pour l'effet de substitution entre les biens domestiques et étrangers au travers du taux de change. Ce n'est pas cet effet de substitution-là. Ce n'est pas cet effet de substitution. Là, c'est en macroéconomie quand on va expliquer effectivement pourquoi effectivement euh, une inflation finit par conduire à, à la récession économique. Mais là, je me rattrape, là, je me rattrape. C'est plutôt l'effet de substitution, effectivement, qui joue ici à l'intérieur du pays entre deux biens. Allez, je vais prendre deux cas. Je vais prendre le cas de deux biens substituables. OK? Je vais prendre deux situations. Je suis en T0. Le revenu initial est par exemple de 10 dollars. Et puis, j'ai deux biens achetés. Le bien T, PT, qui est par exemple de 1 dollar et le bien café PC qui est de 1 dollar. Donc, en T0, si j'alloue équitablement, je pars d'un postulat. Le postulat, c'est que j'aime les deux biens. Je dois donc les consommer. Donc, si je pars de ce postulat, en T0, évidemment que mon panier de biens va avoir à l'intérieur, il aura à l'intérieur et 5 T et 5 cafés et 5 T. Je pars du postulat aussi qu'en microéconomie, quand on étudie l'argent ménage, la consommation, l'une des hypothèses souvent émises, c'est que pour que le consommateur soit à l'optimum, pour qu'il maximise son utilité, qui est sa fonction objectif, il faut qu'il dépense totalement son revenu à l'aune des prix des biens qu'il aime consommer, à l'aune de ses préférences. C'est pour cela que les 10 dollars doivent être dépensés totalement à l'achat des biens que le consommateur adore consommer. Donc, on aura 5 des deux, 5 fois 1 dollar pour le thé, 5 dollars, 5 fois 1 dollar pour le café, 5 dollars, 5 dollars, 5 dollars, 10 dollars. Bien. Maintenant, il arrive que s'il y a un choc, voilà, on va aller ici en T1, le revenu est toujours le même. Ah, pardon, je vais l'appeler R1, pas R0, mais il est toujours le même de 10 dollars. S'il y a un choc, si le prix du thé monte de 1 dollar, allez, on va dire euh, à 2 dollars, et que le prix du café reste à 1 dollar, un agent économique rationnel, parce qu'on est supposé être rationnel, va chercher à substituer le produit qui lui coûte le plus cher par le produit qui lui coûte le moins cher. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va plus acheter le bien T à la même quantité qu'avant de 5. Ça lui coûte plus cher. Donc, mais il aime toujours le thé, il doit acheter les deux biens parce que c'est le postulat qu'on a émis au départ. Donc, ça veut dire que notre consommateur, s'il doit toujours acheter du thé, le thé lui coûtant cher, il peut se dire, bon, maintenant, avant j'avais 5 thés, maintenant je vais prendre que 2 thés, OK, dans le panier, parce que le thé lui coûte plus cher. Il est rationnel. Il est rationnel. C'est un postulat qu'on suppose toujours quand on étudie les agents économiques. Ce sont les marginalistes, les microéconomistes mathématiciens, effectivement, qui ont introduit ce postulat. Donc, 2T fois 2 dollars, ça fait 4 dollars. Il lui reste 6 dollars qu'il doit totalement dépenser dans le café. 6 dollars, ça lui fait 6 cafés. OK, fois 1 dollar. Ici, c'était 2 dollars. Fois 1 dollar, ça lui fait 6 dollars, d'où la totalité des 10 dollars. Bien, il a substitué.
Mais on se rend compte qu'en substituant, avec le calcul économique à fond la caisse à l'intérieur, en substituant, notre ménage devient pauvre pareil, au sens où, regardez, son panier de biens ne va avoir à l'intérieur que 2 thés et puis 6 cafés. Donc, il n'aura que 8 sachets des deux. Et de l'autre bord, alors qu'en T0, il avait 10 sachets des deux. Il était plus riche ici, là, qu'ici. Donc, il devient plus pauvre. Donc, vous voyez que à cause du prix du thé qui a augmenté, notre agent économique se retrouve avec un pouvoir d'achat plus faible, malgré le fait qu'il ait remplacé le produit le plus cher par le produit le moins cher, à revenu limité, constant, égal à 10 dollars. Donc, c'est ça qui permet d'expliquer pourquoi la pente de la droite ou de la courbe de la demande est négative. Nous sommes partis d'une hausse du prix. Nous avons vu comment l'effet de revenu réel jouait. Au final, vous finissez par avoir un pouvoir d'achat plus faible, malgré la substitution que vous allez faire entre les biens qui sont ici substituables, qui sont remplaçables. Le thé, le café, parce que vous ne pouvez pas mettre dans votre tasse de petit déjeuner que vous prenez, vous ne pouvez pas mettre dans la tasse et le café et le thé. Sinon, il y a un problème. Pinel dirait, Pinel, c'est l'Institut psychiatrique à Québec ici, il dirait, hé Jackie, viens me voir, il y a un problème. Tu ne peux pas mettre dans ta tasse et le café et le thé. OK? Donc, voilà comment on explique pourquoi, effectivement, la pente de la droite de la demande ou de la courbe de la demande est négative. Première façon. Deuxième façon de l'expliquer, c'est par la loi de l'utilité marginale décroissante. Allez, je vais prendre ma gomme pour effacer tout ça. La loi de l'utilité marginale décroissante. J'adore cette loi parce qu'elle peut expliquer beaucoup de phénomènes dans la vie. Il y a d'ailleurs un article scientifique que je voudrais faire avec, c'est-à-dire essayer d'expliquer l'explosion des divorces à partir de la loi de l'utilité marginale décroissante. Vous allez comprendre tantôt pour faire un peu dans la rigolade, un peu pour décompresser un peu et donc détendre l'atmosphère. Vous savez que l'économie est très difficile, hein? Mais on essaye de vous rendre ça assez digérable avec des exemples effectivement simples à comprendre, hein? Donc, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tout le monde est capable de comprendre l'économie. C'est pas comme quand on était à l'université. Quand j'étais à l'université Omar Bongo du Gabon, certains enseignants mystificateurs qui voulaient faire comprendre que l'économie, c'était de la mer à boire. Or, c'est faux. L'économie, ce n'est pas de la mer à boire. Et qui, évidemment, avait des taux d'échec très élevés et qui en étaient contents, alors que ce n'est pas ça. L'économie n'est pas difficile. Tout le monde est capable de réussir en économie en autant que vous ayez effectivement des enseignants qui sont de bons pédagogues, qui aiment le travail qu'ils font et qui sont des professionnels. C'est tout. Après, les exemples, c'est des exemples effectivement terre à terre. OK? Donc, allons-y, prendre maintenant la loi de l'utilité marginale décroissante pour expliquer pourquoi la pente de la demande est-elle négative. Je vais repartir du plan euclidien, je mets ici les quantités demandées, je mets les prix, et puis à l'Europe, je trace ma droite de la demande qui va comme ça là. OK? Elle va comme ça. Je mets ici l'ordonnée à l'origine, qui est toujours, au fond, égal au prix maximal que le consommateur consent à mettre pour avoir la première unité d'un bien. C'est un prix de réserve. Ce prix-là, maximal-là, équivaut à ce qu'on appelle l'avantage marginal ou l'utilité marginale, plus explicitement chez le consommateur. OK? C'est le prix maximal que le consommateur consent à mettre pour avoir une première unité d'un bien, pour avoir une unité additionnelle d'un bien. Mais comme ici, nous sommes au départ à 0 de bien, donc vous comprenez que pour avoir la première unité du bien, on est prêt à mettre un prix de réserve donné, qui est un prix subjectif et qui est égal à la valeur, au montant maximal que nous voulons mettre à l'aune de l'utilité que nous voulons retirer de la consommation d'un bien
qui est mesurée en utilon. L'unité de mesure de la satisfaction, c'est l'utilon. L'utilité, c'est la satisfaction. Quand je consomme un bon plat, au restaurant normandin, non pas normandin, j'aime pas les côtes levées de Normandin, j'aime les côtes levées de Saint-Hubert. Quand je mange un bon plat de côtes levées de Saint-Hubert et que je fais, c'est ça la satisfaction en économie. Lorsque je roule une belle voiture, enfin pour les gens qui aiment les belles voitures, moi les voitures ne me disent rien. Et qu'ils mettent la casquette de travers, ils mettent un cure-dent, ils sifflotent dans leur belle voiture. Par contre, moi, c'est quand je prends un cours comme étudiant, parce que je continue à être étudiant. Quand je prends un cours de sciences politiques, d'économie, de finance, je suis au nirvana. C'est comme si je m'injectais évidemment de la drogue dans la veine. Évidemment, je ne consomme pas de la drogue. Mais c'est un peu comme en termes de sensations agréables retirées. C'est ça qu'on appelle l'utilité. L'utilité en économie, c'est la satisfaction. C'est la satisfaction que je retire quand je consomme un bien. Cette utilité-là, son unité de mesure, c'est l'utilon. Donc, la première unité que je suis prêt à consommer, je suis prêt à mettre un prix qui est celui-là, le prix maximal. Imaginez que vous êtes dans le désert du Sahara ou aux États-Unis, désert de l'Arizona, vous êtes sur le point de mourir. Vous avez du cash, mais vous avez hyper soif. Hyper soif. La bouteille d'eau que vous pouvez trouver en temps normal à 2 $ ou à 1 $, mais cette bouteille d'eau-là, la première bouteille d'eau-là, vous allez acheter, mais vous êtes prêt à l'acheter même à 1 000 $. C'est ça le prix maximal. C'est-à-dire en fonction de la satisfaction que vous voulez retirer, que vous allez retirer parce que vous êtes sur le point de mourir, vous avez hyper soif. C'est ça l'utilité marginale, qui est le prix maximal à mettre pour avoir la première unité. OK? On peut dire qu'en partant de l'origine, ben, on peut dire qu'elle sera à peu près égale à 1 000 $. À 1 000 $. Et c'est ça qu'on retrouve dans les équations de demande inversée, c'est-à-dire de la forme de P, pardon, fonction de QD. C'est-à-dire que vous l'aurez de la forme de P est égal à BQD, OK, pour une fonction de demande, on va mettre moins ici parce que la pente est négative, plus un P0, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine, on va dire de 1 000 $. Vous voyez, l'ordonnée à l'origine, c'est le 1 000 $ là, qui est le P0, parce que c'est P égale à moins P, moins BQD plus P0, plus P0. Je vous le mets ici en parenthèse, plus P0, l'ordonnée à l'origine. Mais c'est lui, le prix maximal, le prix de recette, c'est lui ici. Pour avoir la première unité, je consens à mettre, je suis disposé à mettre 1 000 $. Mais il arrivera que je ne payerai pas 1 000 $ quand je me rends sur le marché. Parce que le marché, c'est un prix effectif du croisement des deux et de l'offre et de la demande, pas seulement de la demande. Là, c'est seulement la demande qui joue. Mais là, je ne suis pas encore sur le prix effectif du marché, qui est un prix objectif. Je suis que sur le côté demande. Bien, il va arriver que quand j'achèterai la première bouteille d'eau et que je vais la boire et que je vais commencer à étancher ma soif, j'aurai encore soif, mais pas autant que avant la première bouteille d'eau. Et donc, le prix maximal que je serai prêt à mettre pour avoir la deuxième bouteille d'eau à la hauteur de l'avantage marginal 2, de l'utilité marginale 2 à avoir, mais ce prix-là sera moindre que le premier prix. OK? Donc, quand je serai, par exemple, ici, j'ai déjà consommé la première unité. Si j'ai encore soif, je prends une deuxième unité. Sauf qu'ici, là, c'est l'utilité marginale 1. Là, ce sera l'utilité marginale 2 qui est égale au prix maximal 2 à mettre pour avoir la deuxième unité d'eau, tout en faisant en arrière l'analyse coût-bénéfice. Je vous ai dit avant d'engager un acte, on fait toujours le fameux coût d'option qu'on a vu avec le choix, la rareté des ressources. On fait toujours l'analyse coût-bénéfice. Si le bénéfice est plus élevé que le coût, qui est le coût marginal, on va engager. Donc, la deuxième bouteille d'eau, je ne suis pas trop sûr que je la payerai encore à 1 000 $ parce que j'ai déjà commencé à étancher ma soif. Donc, en ayant bu une grosse bouteille de 2 litres, si j'ai encore soif, je suis encore près de 1 litre, on va dire de 500 millilitres.
C'est plus facile d'aller de bouteille additionnelle en bouteille additionnelle avec des quantités de 500 millilitres que des quantités de 2000, que de quantités de 2 litres là. C'est énorme, 2 millilitres. 2000 millilitres, c'est énorme. Donc, la deuxième bouteille, je ne suis pas sûr que je mettrais encore 1000 $, je mettrais peut-être un 600 $. OK? Ainsi de suite. Si j'ai encore soif, je prendrai une troisième bouteille. Si j'ai encore soif, une quatrième. C'est ça le raisonnement à la marge. En économie, le raisonnement qu'on utilise, c'est le raisonnement à la marge. On ne vient pas et puis on raisonne en termes totaux en commençant par acheter évidemment un volume de biens donnés comme ça. Non, on commence par acheter une unité. Si on a encore soif ou faim, une deuxième unité, on a encore une troisième unité. C'est ça le raisonnement à la marge. Tant et aussi longtemps que l'utilité attendue sera supérieure, tant aussi longtemps que l'utilité marginale, qui est l'avantage marginal, sera supérieur au coût marginal, j'achèterai des bouteilles additionnelles d'eau. C'est comme ça que ça marche. Arrivé ici, j'ai atteint la quantité optimale. J'ai atteint la quantité optimale de bouteilles. Si je continue, je tombe dans la zone de la désutilité. Ici, c'est la zone de l'utilité. Elle est décroissante, certes, mais c'est la zone de l'utilité. La zone positive de 0 à plus l'infini en haut. Par contre, quand je tombe ici, je vais dans la zone négative. Vous l'avez appris en mathématiques. Donc, à partir de la sixième bouteille d'eau, si je me permets de la prendre, je vais tomber dans la zone de la désutilité, de l'insatisfaction. Je vais commencer à me sentir mal. Si je continue, je prends une septième bouteille, ben là, je vais vomir mes boyaux. Une huitième bouteille, ben là, c'est les paramédics qui viendront me chercher. C'est la mort. Donc, la quantité optimale, c'est la cinquième. Donc, à mesure que je vais consommer des bouteilles, la première bouteille que je prendrai, je ferai de gros, par exemple, si c'est le premier plat, j'avais hyper faim, je ferai le deuxième plat, je ferai encore des mais de moindre intensité que le premier. Le troisième, ce serait mais de moindre intensité que le 2 et le 1. Le quatrième, le cinquième, il n'y aura plus de là. J'ai atteint satiété. Le sixième, ce sera des heures. Le septième, des heures. Le huitième, là, je vais vomir tous mes boyaux et c'est la mort. Donc, vous voyez que, à mesure que j'achèterai de biens, à mesure que j'achèterai et que je consommerai de biens, au prix effectivement maximal auquel je consentirai à les acheter, vous voyez, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le prix max, il baisse à mesure que la quantité demandée du bien augmente. C'est ça la loi de l'utilité marginale, qui est une loi de l'utilité marginale décroissante, qui dit que la quantité consommée d'un bien baisse avec, plutôt qui dit que la satisfaction retirée de la consommation d'un bien, la satisfaction c'est l'utilité, donc l'utilité retirée de la consommation d'un bien, donc à la marge, hein, l'utilité retirée, baisse avec la quantité consommée du bien. Je répète, la loi de l'utilité marginale dit que la satisfaction retirée de la consommation d'un bien baisse avec la quantité consommée du bien. Et on le voit ici par la relation inversée entre mes deux variables, les quantités et les prix qui sont les prix, ici les prix subjectifs, les prix maximum, au sens d'utilité marginale à aller chercher à l'aune de ces prix maximum qu'on consent effectivement à payer, qu'on consent à payer. Deuxième façon d'expliquer pourquoi la pente de la demande est-elle négative. Bien, on va voir que malgré le fait que la demande ait une pente négative, bon là je reviens à cette partie évidemment de ma droite ou de ma courbe, malgré le fait que la demande ait une loi, obéisse à une loi négative, on verra que, c'est-à-dire qu'il dit ceteris paribus, quand le prix d'un bien augmente, la quantité demandée baisse, et inversement, on verra que ben, ce n'est pas tout le monde qui obéit à cette loi, un peu comme vous voyez, la minorité gauloise qui faisait de la résistance effectivement aux Romains. Vous connaissez la bande dessinée de Goscinny, Obélix Arcéris. Ben, il y a aussi, au niveau effectivement des ménages consommateurs dont la fonction principale de consommer, il y a aussi
des consommateurs qui font de la résistance à la loi de la demande, chez qui, même si le prix d'un bien augmente, ils ne baissent pas la quantité demandée du bien, ceteris paribus. Ils peuvent continuer d'ailleurs à l'acheter le bien. Donc, ce sont des résistants à la loi de la demande qui souffrent des effets, Veblen, Giffen et Cliquet de S. Duesenberry. L'effet Veblen, c'est quoi? C'est l'effet de consommation ostentatoire. Il y a des gens qui, évidemment, de par la consommation des biens qu'ils achètent, veulent effectivement envoyer un message à la société d'appartenance à une certaine classe sociale. Dont le bien a beau coûter cher, ils vont l'acheter. Alors que si le bien coûte plus cher, il devrait normalement amoindrir effectivement l'achat du bien. Ça, c'est l'effet Veblen. C'est une résistance comme à la loi effectivement de la demande, qui dit lorsque le prix d'un bien augmente, la quantité demandée baisse, ceteris paribus. Mais il y a des gens qui achèteront toujours le bien malgré la hausse du prix du bien, surtout les biens effectivement de luxe, parce qu'on veut montrer qu'on appartient effectivement à une certaine classe sociale. Bien, l'effet Giffen, c'est l'effet d'acheter des biens essentiels. Il arrive que même si le prix du bien augmente, vous êtes obligé de l'acheter parce que c'est un bien essentiel. Je prends le bel exemple des diabétiques. Le prix de l'insuline, pour ceux qui consomment l'insuline, a beau augmenter, ben vous autres là, si vous devez prendre un certain nombre de doses par jour, vous êtes obligé d'acheter le nombre de doses qu'il faut pour ne pas effectivement mourir, par peur de mourir vite ou d'avoir évidemment des complications effectivement sanitaires. Ça, c'est l'effet Giffen, qui montre très bien que quand le prix d'un bien baisse, au lieu que la quantité demandée baisse, les gens continueront à acheter le bien. Si maintenant le bien est tellement essentiel pour la population, ben, c'est ça qui amène souvent des soulèvements populaires ou encore au départ, effectivement, des marches dans les rues pour exiger que le gouvernement subventionne le bien, afin que les ménages aient accès, les habitants aient accès à ce bien-là qui est un bien essentiel. Bien, l'effet cliquet, ça ne veut pas dire que la loi de la demande ne joue pas, elle va jouer, mais à long terme. L'effet cliquet, c'est un effet de latence. En fait, c'est le cas des gens qui ont un certain standing de vie. Il y a des gens comme ça. Ils adorent manger du caviar, boire du champagne, et voilà. Donc, ils sont habitués, c'est une seconde nature. Donc, ça fait quoi? Ça fait que quand le prix du caviar monte, eux autres, là, ils tiennent à leur standing de vie. Ils sont habitués. Qu'est-ce qu'ils vont faire? À court, moyen terme, ils vont faire de la résistance en continuant à acheter le caviar qui coûte plus cher, quitte à les épargner, quitte même à brader leur patrimoine, parce qu'ils sont habitués à ce train de vie-là. C'est seulement quand leur épargne s'épuise et que leur patrimoine a fini d'être dilapidé, c'est seulement là qu'ils vont revoir à la baisse, évidemment, la consommation de ces biens qui font effectivement leur train de vie soit-il effectivement exorbitant. Et là, la loi de la demande va jouer à long terme parce qu'ils seront contraints de baisser effectivement la quantité achetée du bien à l'aune effectivement de l'épuisement de leur épargne. OK, voilà les trois violations de la loi de la demande. Bien, donc ce qu'on vient de voir du côté de la demande, on va le voir du côté de l'offre. OK, on va aller plus vite parce que l'offre n'est pas trop essentielle, trop importante lorsque effectivement j'explique le cours. Si vous avez compris pour la demande, c'est le même cheminement. Un point sur le plan euclidien, c'est une quantité offerte du bien, OK, que les producteurs ont la ferme intention de produire, évidemment, à des prix, des facteurs de production donnés qu'ils vont acquérir. OK? Si je prends un deuxième point, voilà mon plan euclidien. Voilà. Voilà mon plan euclidien. Je mets ici quantité offerte, je mets ici le prix, je mets ici un premier point, un deuxième point, un troisième point. La coupe d'offre, elle a cette allure. Elle exprime une relation positive, OK, entre les quantités et les prix. Donc, voilà une quantité offerte, un volume du bien que les entreprises ont la ferme intention de produire à l'aune de la technologie disponible et des ressources productives disponibles.
pour le vendre à un prix du marché effectivement donné. Ici, l'ordonnée à l'origine, on l'appelle le coût marginal, entre parenthèses social, c'est-à-dire c'est le prix minimal attendu par le producteur pour élaborer une unité additionnelle d'un bien, donc la première unité du bien. OK? La première unité du bien, c'est-à-dire celle ici. Si le prix du marché est plus grand que le coût marginal, ben, l'entreprise produira cette première unité et la vendra. Si c'est le contraire, ça ne marche pas. Et le prix du marché concurrentiel sera toujours égal à la recette marginale. Ça, je l'expliquerai plus tard. Lorsque la recette marginale, qui est comme chez le producteur, égale à l'avantage attendu, est supérieure ou égale au coût marginal, le producteur produira l'unité additionnelle. Tant aussi longtemps que le prix du bien sur le marché concurrentiel, qui est égal à la recette marginale, qui est l'équivalent de l'avantage marginal et donc de l'utilité marginale chez le consommateur, quand c'est supérieur ou égal au coût marginal, qui est le prix minimal de vente attendu par un producteur pour élaborer une unité additionnelle d'un bien, il produira le bien, l'unité additionnelle. OK? Bon, donc, cette courbe de coût marginal, on l'appelle la courbe d'offre, qui est appelée ici courbe de coût marginal social, c'est-à-dire ensemble des coûts de coûts marginaux individuels. OK? Donc, lui ici, ce coût marginal va symboliser l'ordonnée à l'origine de l'équation d'offre. En termes d'offre inversée, on va l'exprimer sous la forme de P fonction de QO égale à BQO plus 1P0. La pente ici, elle est positive, hein, parce que vous voyez, je monte là, comme ça, là, je monte, la pente est positive. Le P0 ici, l'ordonnée à l'origine, ce sera toujours le coût marginal, qu'on peut peut-être exprimer, si c'est le pain, peut-être que marginalement, le producteur attendrait 1,75 sous pour son pain. Mais si le prix du marché qui est déterminé par les deux joueurs, si le prix du marché est à 1,50 $, ben, le producteur, il est gagnant. Il va produire la première unité du bien. La deuxième unité également. OK? Sauf que le coût marginal, il est croissant. À cause de quoi? À cause de l'équation du profit. Le profit, je vous ai déjà montré la formule, c'est toujours quantité optimale, facteur du prix, moins le coût moyen. Tant aussi longtemps que le prix va monter, ben, le producteur va augmenter la quantité à produire. Surtout qu'en augmentant la quantité, si elle augmente plus que proportionnellement au coût total, ben, le coût moyen va baisser. C'est ça le phénomène d'économie d'échelle. Le coût moyen, c'est égal à la quantité, au coût total divisé par la quantité produite. On ne produit pas n'importe quelle quantité en économie, en concurrence parfaite. On produit une quantité et une seule qui est celle optimale et on la produit en respectant l'égalité, l'équation de recette marginale égale au coût marginal. Ça, je l'expliquerai plus tard quand on fera le marché concurrentiel parfait à proprement parler. Parce qu'il y a tout un chapitre là-dessus. Là, on plante d'abord le décor du marché, même si on insiste un peu sur le concurrentiel. OK? On l'expliquera plus tard. Donc, lorsque les prix montent dans un pays, ça incite les producteurs à augmenter leur quantité productive en autant que les capacités de production, c'est-à-dire les ressources productives, soient oisives et qu'elles aillent jouer là-dedans en les utilisant toujours un peu plus dans la production des biens et services demandés par les consommateurs. Surtout qu'en produisant plus, si elles font des investissements en plus de productivité ou si la production augmente plus que proportionnellement au coût total, à cause des coûts fixes, dont le coût moyen va baisser sur des quantités plus grandes produites du bien. C'est ça qui fait que le coût moyen baisse, parce que le coût moyen, pardon, j'ai échappé, je vais revenir ici. Le coût moyen, c'est égal au coût variable moyen plus le coût fixe moyen. OK? Le coût moyen, c'est égal au coût total divisé par
la quantité produite. Mais le coût total, c'est quoi? Attendez, je vais le réexpliquer à quelque part ici pour mieux comprendre le phénomène qui joue en arrière. Le coût moyen, c'est égal au coût total divisé par la quantité produite. Mais le coût total, là, c'est quoi? Le coût total, c'est égal au coût fixe plus le coût variable. Donc, ça veut dire que le coût moyen est égal au coût fixe plus le coût variable, le tout divisé par la quantité produite. C'est égal au coût fixe divisé par la quantité produite plus le coût variable divisé par la quantité produite. Mais ça, là, c'est quoi? Le coût fixe sur la quantité produite. Mais c'est ce qu'on appelle le coût fixe moyen. Lui, c'est quoi? C'est lui qu'on appelle le coût variable moyen. Donc, quand votre coût moyen baisse, parce que la quantité produite ici augmente plus que proportionnellement au coût total, quand votre coût moyen baisse, c'est surtout à cause de l'effet du coût fixe moyen qui baisse. Parce que le coût variable, il monte avec la quantité produite. Le coût variable, c'est l'électricité, le téléphone. Le coût fixe, c'est un peu comme le loyer du bâtiment que vous payez. Parce qu'ici au Canada, il y a des contrats, vous signez un contrat, 1 an, 2 ans, vous allez payer le même loyer, que vous produisiez ou pas. Donc, c'est grâce au coût fixe que le coût moyen baisse parce que le coût fixe divisé par la quantité produite, ça fait baisser le coût fixe moyen qui vient jouer contre le coût variable moyen qui monte. Le coût fixe moyen, lui, il baisse. C'est pour cela que les coûts de production subissent moyennement, unitairement, le fameux phénomène des rendements effectivement décroissants ou de productivité marginale décroissante au départ. Et puis ça monte. C'est une loi comme naturelle. Mais au départ, ça baisse. Grâce à qui? Grâce au coût fixe moyen qui baisse avec des quantités plus grandes, élaborées, produites du bien. OK? Bien. Donc, vous connaissez la demande, vous connaissez l'offre. On va passer à la prochaine étape de notre plan de match. C'est d'aller maintenant croiser l'offert entre les deux. C'est ça l'équation du profit. Hein? C'est rien d'autre que ça. Lorsque le prix d'un bien monte, les producteurs ont tendance à accroître effectivement leur quantité produite pour aller profiter des profits plus grands. D'autant que le coût moyen va baisser avec des quantités plus grandes produites du bien. Et donc, si ces quantités plus grandes du bien évoluent plus que proportionnellement au coût total, parce que les entreprises vont faire aussi des investissements de productivité, elles vont mieux former leur personnel, etc. Si la quantité produite augmente, réorganiser mieux le travail, si ça augmente, ben, le coût moyen baisse. Si le coût moyen baisse à prix du marché haussier, ben, elles vont faire de super profits. Vous voyez un peu le match? Voilà. Donc, on a vu ces deux. Maintenant, on va croiser l'offert entre l'offre et la demande. Allez, je vais faire mon plan includien à nouveau. Je trace mes deux droites. Voilà. Voilà. Ici, je mets donc les quantités demandées et offertes du bien. Et là, je mets les prix. Et là, je mets les prix. Je trace ma droite de la demande qui est assimilée à une droite d'avantage marginal social. Je trace ma droite d'offre que vous connaissez déjà qui est assimilée à une droite effectivement de coût marginal social parce qu'il y a plusieurs joueurs sur un marché concurrentiel. Et puis ici, j'ai l'équilibre. L'équilibre, là, donnera toujours lieu. N'oubliez pas, là, c'est le marché du pain ou de la banane. L'équilibre donnera toujours lieu à deux variables d'équilibre. Une quantité d'équilibre qui est trouvée mathématiquement en égalisant la quantité demandée à la quantité offerte à la quantité d'équilibre. Dès que j'ai la valeur ici, je viens la représenter dans l'équation de prix et j'ai le prix d'équilibre. Voilà. Lui, c'est le prix effectif. Ce n'est pas un prix subjectif. Ici, vous avez le prix subjectif que le consommateur, maximalement que le consommateur consent à payer. Ici, vous avez le prix subjectif que le producteur minimalement consent à recevoir pour élaborer tous les deux, pour élaborer chez le producteur une unité additionnelle d'un bien, la première unité, et chez l'autre pour consommer la première unité du bien. Évidemment qu'il est baissier à mesure que je vais consommer du bien. Et c'est ça qui explique pourquoi l'utilité marginale, elle est décroissante. Pourquoi le coût marginal
le coût marginal, lui, est croissant à mesure, effectivement, que le prix monte. Parce qu'effectivement, vous voyez, la pente, elle est positive. OK? Donc, l'équilibre du marché, là, lorsque le marché est efficace, c'est ça que, évidemment, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Dans ma critique du budget, effectivement, d'un pays que je ne citerai pas ici, j'en ai parlé. À vouloir effectivement trop intervenir au travers de la taxation, on finit par nuire à l'efficacité. Et si on nuit à l'efficacité, parce qu'on est dans une logique d'effet prix à la hausse qu'on veut aller chercher, au lieu d'aller jouer dans l'effet quantité, de diversifier l'économie et donc de promouvoir l'entrepreneurship, au lieu de jouer là-dedans, en mettant en place évidemment un climat d'affaires très favorable, c'est-à-dire en simplifiant effectivement les procédures de création d'entreprises, en luttant massivement contre la corruption qui nuit à l'investissement. Voilà, en luttant contre tous les écueils qui viennent créer comme des goulets d'étranglement à l'efficacité d'une économie, en mettant en place les moyens de communication pour permettre la mobilité rapide des marchandises, des facteurs de production, et donc pour doper les échanges et donc la production. Parce que si je peux vite vendre, je suis dans l'arrière-pays, au village, je produis de la banane, si je peux vite la vendre en ville, je peux donc vite aller encore produire de la banane et puis venir la vendre. Alors, si je peux vite produire comme ça, ben, c'est la production qui est dopée et donc la croissance économique. Et donc, le pays s'enrichit. Évidemment que tout en faisant attention à l'environnement. OK? Donc, c'est quand le marché est totalement libre, c'est-à-dire comme ici, là, voilà un marché totalement libre. Pas de prix plafond, prix plancher, pas de quota, pas de subvention, pas de taxation. C'est quand ce marché est totalement libre qu'il est du point de vue allocatif, qu'il est efficace, allocativement parlant. Pourquoi? Parce que c'est là où l'agent ménage va maximiser son utilité et donc son surplus du consommateur. Le surplus du consommateur, c'est lui qu'on voit ici, là. OK? C'est toute cette zone-là. C'est toute cette zone. OK? C'est la zone comprise entre le prix maximal que le consommateur consent à payer, le prix d'équilibre, fois la quantité d'équilibre divisé par deux. Parce que si vous ne divisez pas par deux, vous allez plutôt calculer ce terre-là. Or, le surplus, c'est seulement ça, là. Là, lui, là, elle n'est pas comprise dans l'air. Donc, le surplus du consommateur, que le consommateur va maximiser un marché concurrentiel parfait ou exacerbé, le surplus du consommateur, je vous mets la formule, surplus consommateur, c'est égal au prix max moins le prix d'équilibre, OK, multiplié par la quantité d'équilibre du marché divisé par deux. C'est lui ici. Donc, vous comprenez que quand il n'y a pas d'intervention de l'État, ça, on le verra au prochain chapitre, comment l'État viendra nuire à l'efficacité allocative et se planter même et se mettre une balle au pied parce que si tu nuis à l'efficacité allocative, si tu tues ton économie, comment feras-tu l'équité sociale? Puisque ce n'est pas l'efficacité allocative que tu peux aller chercher les impôts sur les agents économiques, ménages, entreprises. C'est pour cela que j'insiste aujourd'hui encore qu'il faut aller jouer sur l'effet quantité, c'est-à-dire faire créer le maximum d'entreprises en développant l'esprit d'entrepreneurship tout en baissant les taxes, les impôts. Parce qu'on peut aller récupérer pareillement le même montant de recettes publiques en jouant sur l'effet quantité par la création effectivement d'entreprises, comme je l'ai dit, en simplifiant les procédures, effectivement de création, en luttant contre l'inflation, en dopant effectivement le capital humain dans le pays, en investissant sur la productivité, sur les investissements de productivité. Voilà, il faut que la productivité, le progrès technologique soit incrusté dans l'homme pour les rendre performants et pour attirer les capitaux internationaux qui veulent aussi venir, mais faute de populations bien formées, pas en bonne santé, pas bien éduqués, pas bien logés. Mais comment voulez-vous que les capitaux internationaux viennent en Afrique?
Ils ne pourront pas venir. Ils vont plutôt aller vers les pays où la gouvernance est bonne et où cette gouvernance se fait ressentir bien en termes du bien-être de leur population. Je n'ai jamais compris pourquoi les dictatures sont aussi stupides dans cette façon de gouverner, de gérer un pays. Et on s'étonne que la performance économique est médiocre, sinon nulle. Vous voyez, lorsque vous avez un ministre de l'économie qui se gargarise de faire de l'impôt prohibitif, des taxes à la consommation prohibitive, et donc de tuer la consommation, de tuer l'investissement. Mais c'est qui les moteurs de la croissance économique via la demande agrégée? Si ce ne sont l'investissement, la consommation. J'invite ces gens-là à aller regarder en pourcentage combien pèse la consommation, évidemment l'investissement dans le PIB optique des mondes agrégés pour comprendre qu'une trop grande intervention de l'État n'est pas bonne. Elle va nuire à l'efficacité allocative des ressources. Elle va nuire à l'efficacité économique. Et si vous n'êtes pas capable d'aller chercher des argents supplémentaires publics parce que vous avez tué par incompétence votre économie, comment ferez-vous l'équité? Comment vous allez faire l'équité? Parce que pour distribuer ou pour redistribuer au travers des paiements de transfert à location ou au travers des biens et services collectifs purs au sens de la non-rivalité d'usage, de la non-exclusion d'usage, il faudrait bien aller chercher les argents publics à quelque part. Mais vous avez tué cette possibilité en tuant ceux qui sont justement à la base de la création de richesses nouvelles. Parce que les entreprises vont fermer. Elles vont même aller dans d'autres pays plus attractifs sur le plan fiscal. OK? Voilà ce qui permet de justifier pourquoi, évidemment, un marché, une économie plus libre, je ne dis pas qu'elle doit être libre à 100%, parce que veut pas, le marché libre n'est pas non plus totalement parfait. Il y a aussi des imperfections. Et là, on peut voir comment l'État, la justification de l'intervention de l'État pour aller gommer ces imperfections du marché. OK? Donc, ce qu'il faut, c'est le bon dosage. Voilà pourquoi moi, je suis pour une économie, évidemment, oui, de marché, mais à un degré donné. 60% marché dans le PIB, 40% État. Une espèce de marché mixte, mais ascendant, évidemment, marché. Encore que l'économie mixte, c'est un jeu de mots. Donc, c'est le degré, effectivement, de liberté du marché dans lequel on doit aller jouer. Plus vous serez libéral, plus le marché sera à 90%, moins vous le serez peut-être, voilà, je suis un libéral, mais pas un libéral extrémiste. Je suis pour le marché à 60%, pour l'intervention de l'État à 40%. Parce que les deux, la combinaison des deux, c'est la paire parfaite pour gérer optimalement une économie. Donc, vous voyez, c'est ça qu'on appelle effectivement, lorsque le marché est dans cette situation, pas de quota, pas de prix plafond, prix plancher. Ça, je ferai un autre chapitre complet pour expliquer comment les interventions de l'État peuvent venir vicier cette efficacité allocative et donc tuer l'équité sociale. Parce que pour redistribuer, il faut d'abord qu'on crée de la richesse. Si vous n'en créez pas, vous ne pouvez pas redistribuer. Pour qu'un papa de famille nourrisse bien sa famille, ses enfants, il faut qu'il aille d'abord travailler. Il peut créer de la richesse par le salariat ou par l'entrepreneuriat. Mais il faut d'abord à quelque part travailler. S'il n'y a pas création de richesse, avec quoi vous allez acheter, payer l'éducation, la santé, l'alimentation à vos enfants qui sont l'équivalent de la population et vous l'équivalent du gouvernement. Voilà comment ça marche. L'économie est très facile à comprendre. OK? Donc, ça, c'est le surplus du consommateur. Ça, c'est le surplus du producteur. C'est-à-dire le maximum de profit que le producteur va aller chercher. Ici, le surplus du consommateur, là, c'est équivaut au maximum d'utilité. Et il ne va pas se gêner, le consommateur. Le maximum d'utilité qu'il va aller se chercher en consommant les biens X, Y, etc. Sous la contrainte, évidemment, du revenu disponible qu'il gagne, qui est limité, et des prix des biens et services, on l'a vu au dernier chapitre, etc. Parce qu'on est dans des sociétés d'état de droit. On ne peut pas aller voler ses biens, comme on le voit dans beaucoup de pays où les gens se permettent, évidemment, de nuire au bon fonctionnement d'un système en crossant le système. Vous voyez?
Donc, lui, c'est lui qu'on appelle le surplus du consommateur qui, dans sa rationalité, va aller chercher à atteindre le maximum d'utilité et il ne va pas se gêner. Il n'y a pas de moralité ou d'immoralité en économie. Ce qui existe en économie, c'est le bon sens. Comment je peux maximiser mon utilité sous les contraintes des revenus que je gagne qui sont limités, des prix des biens et services qui s'imposent à moi. Comme ici, lui, c'est le surplus du producteur. Le surplus du producteur, c'est le maximum de profit que le producteur va aller se chercher. Le maximum de profit, moi, le profit, je le représente toujours par pi, hein? Le maximum de profit qu'il va aller se chercher. OK? Lui, la formule, c'est égal au prix effectif du marché, le prix d'équilibre, moins le prix minimal, le coût marginal, OK? Le tout multiplié par la quantité produite, la quantité d'équilibre, c'est aussi la quantité offerte. N'oubliez pas en arrière. Le tout divisé par 2. Je dois diviser par 2 parce que si je ne le fais pas, j'irais plutôt calculer toute cette aire. Or, ça ne fait pas partie de l'aire du surplus du producteur. Il faut donc que je l'élimine, cette aire-là. En l'éliminant, je divise par 2. Voilà le surplus du producteur. Pareillement, comme le consommateur, le producteur ne se gênera pas pour aller chercher le maximum de profit. OK? Et souvent, il va aller vendre à un prix plus élevé. Mais la beauté du marché concurrentiel, c'est que les deux vont se battre. C'est un rapport de force. Ce point d'équilibre-là, où l'offre est égale à la demande, c'est un rapport de force. Donc, quand les deux viennent transiger ici, ça veut dire que ce prix satisfait les deux. Alors, pourquoi l'État viendrait vicier ce prix-là en déstabilisant le marché? Puisque le consommateur consent à payer à ce prix, comme le producteur consent à vendre à ce prix. Les deux sont satisfaits. Lui, il va aller chercher son maximum d'utilité, comme lui va aller chercher son maximum de profit à ce prix du marché libre. Vous voyez un peu? Or, quand l'État va intervenir pour faire un peu, initier un peu le chapitre sur les interventions, quand l'État va intervenir, prenons par exemple le cas du quota, des quotas de sous-production. Vous voyez, voilà comment ça va jouer. L'État va imposer un quota. Donc, ça va se traduire par une ligne verticale. Regardez comment le quota vient casser l'équilibre qui est ici, aussi bien au niveau des quantités, comme on l'a vu au départ là, qu'au niveau des prix. Regardez le quota. Au niveau des quantités, l'équilibre est rompu. L'équilibre est rompu. Parce que si je me projette ici, OK, les prix, le prix d'équilibre, là, n'est plus là. Je vais avoir un prix maximal qui est différent d'un prix minimal à cause de la rareté du produit créé par le quota. Et là, j'ai une espèce de perte sèche. Il n'y a personne qui gagne. C'est du gaspillage des ressources allouées dans la production, du gaspillage d'argent, du gaspillage d'énergie, du gaspillage de tout. Créé par qui? Mais créé par l'État, qui vient avec ses gros sabots. Il crée du gaspillage. Mais regardez à quoi est réduit le surplus du consommateur. Il était de tout ça au départ, mais regardez, il est réduit à ça. Il est réduit à ça. Le consommateur est plus pauvre. Ça veut dire que son panier qui était comme ça, OK, va être réduit à comme ça. Le consommateur devient plus pauvre. Regardez le surplus du producteur. Lui, il était de tout ça, OK, mais il est réduit maintenant à ça. Mais le producteur, il perçoit moins d'argent. Et comment voulez-vous qu'il vous aime, ou enfin, encore que aimer, c'est un peu fort, comment voulez-vous qu'il soit parfaitement en accord avec un État trop interventionniste? Comment le voulez-vous? Vous voyez? Après, évidemment, dans l'évaluation des politiques publiques, il faut aller voir si cette perte sèche-là va être compensée par des gains liés au quota. Si l'effet net est positif, évidemment qu'on peut garder le quota, en autant que le bénéfice net soit redistribué dans la société et pas détourné, comme on le voit dans beaucoup de pays dictatoriaux, où les gens qui comprennent rien au fonctionnement d'une économie se permettent de piller dans, évidemment, les argents publics prélevés au travers des politiques publiques fiscales et autres, générés par ces politiques fiscales et autres. Vous voyez?
en autant que les effets positifs liés au quota viennent battre les effets négatifs pour que le quota soit maintenu. Parce que si c'est l'inverse, si l'avantage marginal, je vous l'ai dit, chaque acte que vous allez engager, qu'elle soit individuel ou collectif, qu'elle soit politique ou pas, il faut toujours que l'avantage marginal batte le coût marginal. C'est la règle de base. C'est ça qui, en finance, renvoie au fameux concept de la vanne, la valeur actualisée nette, qui doit être positive avant d'engager un investissement. C'est valable à l'échelle d'un individu. Avant d'acheter une bouteille d'eau, est-ce que j'ai suffisamment soif? Est-ce que j'attends de la bouteille d'eau une utilité marginale en termes d'utilité plus grande, en termes de prix maximum, plus grand que le prix du marché de la bouteille d'eau, qui est le prix d'équilibre? Si c'est le cas, j'engage. Si ce n'est pas le cas, je n'engage pas. Pourquoi je vais acheter la bouteille d'eau pour gaspiller mon 1 $? Vous voyez? Donc, vous pouvez généraliser ça à tous les actes. Avant d'aller braquer une banque, oui, le gain attendu, c'est d'avoir le 2 millions ou le 1 million dans la banque. Mais il faut aussi que je pense au coût marginal, au coût à supporter. Et si on me pognait, on me met en prison, dans la pire prison des États-Unis, 50 ans, où vous êtes brimé à tous les jours, à tous les jours. C'est ça, le fameux calcul coût-bénéfice, qui, évidemment, est toujours derrière chaque option qu'on va choisir, quelle que soit l'option. Le gain versus le sacrifice. Premier cours que je vous ai fait, rappelez-vous. OK? Donc, voyez un peu, on va revenir sur les interventions de l'État beaucoup plus tard, parce que c'est un chapitre très, très intéressant avec les mécanismes de prix plafond, prix plancher, de quotas, de subventions. Et on va voir comment les interventions de l'État, comment l'État va plutôt nuire à l'efficacité allocative et par conséquent à l'équité sociale qu'il voudra faire, surtout pour les États gauchistes ou les États qui ne comprennent pas toujours comment effectivement l'économie fonctionne. Et pourtant, ils peuvent toujours obtenir les mêmes montants de recettes, mais comme je l'ai dit, en jouant sur les effets quantité que sur les effets prix. Et en ne faisant pas la même bêtise que le monopole. Parce que le monopole, il pense que comme il est seul à vendre sur le marché, il peut abuser des prix du bien. Non! Parce que la loi de la demande dit, lorsque vous augmentez le prix d'un bien, c'est ceteris paribus, la quantité demandée baisse. Ce n'est pas parce que vous êtes un monopole qu'on ne peut pas lutter contre vous. Il suffit, pour, par exemple, l'électricité, il suffit de réduire la consommation d'électricité. Si j'avais à laisser les appareils allumés, si évidemment j'utilisais pas mal, je peux évidemment faire du rationnement. Et au niveau macroéconomique, au niveau collectif, ça va paraître. Tu auras moins de recettes. Or, la meilleure façon, c'est d'aller regarder là où ta droit de la demande est très élastique par rapport au prix du bien et d'aller baisser ton prix dans cette zone de telle manière que la loi de la demande, elle dit aussi que si le prix d'un bien baisse, c'est ceteris paribus, la quantité demandée explose, augmente. Donc, quand tu baisses le prix de ton bien, la quantité demandée va tellement augmenter que l'effet positif quantitatif va battre l'effet négatif de baisse de prix au point que les recettes totales vont augmenter et qu'elles vont battre le coût total puisque le phénomène d'économie d'échelle, de baisse du coût moyen va jouer avec dans cette façon effectivement de faire. Et là, vous allez avoir une hausse de votre profit. Plus même que en voulant aller jouer avec les prix à la hausse, comme le font beaucoup de gouvernements incapables de diversifier leur économie, incapables de jouer sur l'effet quantité, en jouant, en démocratisant leur pays, en stabilisant leur pays sur le plan social et politique, parce qu'une véritable démocratie, une bonne gouvernance, une éducation de son peuple, une mise en place des infrastructures de base pour attirer des investissements permettrait que les capitaux viennent et que, évidemment, l'investissement avec les deux effets et de capacité productive et d'effets multiplicateurs ou de revenus, ça fera que, évidemment, la croissance soit là. Surtout que l'investissement joue des deux côtés, du côté demande agrégée comme du côté offre agrégée, et donc va faire jouer le multiplicateur et l'accélérateur. Mais ça, il ne faut pas le dire à des dictatures. Elles ne comprennent rien à ça. La seule façon, c'est de maintenir le peuple dans la pauvreté, dans l'ignorance, parce qu'on veut être éternellement au pouvoir, alors qu'on n'est pas éternel.
OK? Donc, vous savez, l'économie, c'est de tout, hein. C'est multidimensionnel. Il y a la mathématique, la physique, la cinétique, la géographie, l'histoire, la science politique. C'est pour cela que j'adore l'économie, c'est pragmatique, surtout lié à la politique. Je suis également politologue, je le dis sans voix à la grosse tête. Donc, je peux faire comme ça de petites bifurcations vers la politique, vers la mathématique, vers la finance, pour pouvoir en parler. Je vous l'ai dit, c'est mon legs à l'humanité, ces cours que je donne à l'humanité gratuitement. OK? Donc, on va finir avec les derniers concepts du déséquilibre sur le marché. OK? Et puis avec les anticipations dans les variations de l'équilibre du marché en termes de prix, en termes de quantité, lorsque l'offre augmente ou baisse, idem pour la demande. Idem pour la demande. Donc, on va voir que l'équilibre, c'est lorsque l'offre croise la demande, OK? Et qu'en dehors de cet équilibre-là, c'est le déséquilibre qui va prévaloir. C'est le déséquilibre qui va prévaloir. C'est le déséquilibre qui va prévaloir. Le déséquilibre va prévaloir. OK? Donc, mais le marché, il dit qu'il est capable, il s'autorégule, comme le corps humain. Parce que le marché fonctionne comme le corps humain, hein. Si vous attrapez le virus de la grippe, au fond, vous êtes capable de guérir tout seul sans prendre de la médication, du Tylenol, de l'Advil. Parce que si vous avez un système immunitaire hyper fort, vous avez des globules blancs hyper forts, ils vont aller lutter contre le virus extérieur en autant que le système immunitaire soit fort et ils peuvent les phagocyter. Oui, le temps de guérison est plus long, mais vous finissez par guérir. C'est ça le marché. Comparativement à l'État, par contre, là, l'État, il est pas mal performant lorsqu'il faut relancer l'économie et que le marché s'embourbe ou qu'il met trop de temps. Pendant ce temps, pauvreté, chômage, pauvreté, criminalité, ça, je l'expliquerai plus tard quand on fera le chapitre offre agrégée, demande agrégée. Donc voilà, l'offre initiale, voilà la demande initiale. OK? L'équilibre est là. L'équilibre est là. Le prix d'équilibre est là. Lorsque le marché n'est pas vicié, je vous l'ai dit, cet équilibre-là est un équilibre qui est optimal au sens de permettre la maximisation de l'utilité chez le consommateur et du profit chez le producteur et donc de permettre l'atteinte des fonctions objectives de ces deux agents. Bien, si le prix courant, et là on le verra avec le mécanisme du prix plancher par exemple, est plus élevé que le prix. Attendez, je vais d'abord effectivement représenter l'équilibre du marché. Vous voyez, l'équilibre du marché est là, quantité demandée égale à quantité offerte égale par exemple à 5000 pains. On est sur le marché du pain. OK, on est sur le marché du pain avec le prix du pain d'équilibre qui est de 1 dollar. Alors, si le prix courant vient être ici, c'est-à-dire à 2 dollars, à cause des raisons diverses. Ça peut être des mécanismes de prix plafond, prix plancher. D'ailleurs, ma deuxième intervention par rapport à un pays sera cette critique constructive sur une mesure récemment prise quant au prix du gaz, avec le plafonnement du prix du gaz. On va montrer comment cette mesure sera inefficace et va générer plus de problèmes qu'on veut en résoudre. C'est pour cela que ça prend des experts pour gérer les affaires publiques et pas des amateurs en économie, comme on le voit dans beaucoup de pays. Parce qu'il y a des accointances, parce qu'on est évidemment dans le parrainage, que, évidemment, mais non, le problème, c'est le pays qui va en pâtir. Parce que quand on ne prend pas les meilleurs, évidemment que la gouvernance sera mauvaise. C'est le peuple qui va en pâtir. OK? Bien. Donc, vous voyez, si j'ai un prix courant qui est ici à 2 dollars à cause des mécanismes, par exemple, de prix plafond, prix plancher, et donc d'intervention de l'État dans les marchés. Donc, vous voyez que l'équilibre qui était ici du point de vue des quantités, QD égale à QO, cet équilibre est rompu. Il vient ici. Il vient ici. Il vient ici. J'ai donc ici maintenant une quantité offerte qui sera par exemple de 10 000 pains et puis une quantité demandée peut-être, on va dire, de 2500 pains. Ce déséquilibre-là, ce gap-là, on l'appelle un surplus. On l'appelle un surplus, c'est-à-dire une situation d'offre supérieure à la demande. OK?
Le marché dit qu'il est capable de s'autoréguler. En général, quand on a un surplus, pour retourner à l'équilibre, ben, ça passe par la baisse du prix. Le prix courant doit venir au prix d'équilibre. En quoi faisant? En baissant. Vous voyez? Le prix courant doit baisser de telle manière que quand le prix baisse, la baisse du prix entraîne quoi? Côté demande, la relation est négative, ceteris paribus. Quand le prix baisse, la quantité demandée augmente, ceteris paribus. Côté offre, la relation est positive. Quand le prix baisse, la quantité offerte baisse. Et là, au travers du temps T1, T2, T3, les deux quantités finissent par se retrouver encore à l'équilibre. C'est ce qu'on symbolise ici par ce tâtonnement. Ce tâtonnement. Quand le prix baisse, les quantités offertes baissent, les quantités demandées augmentent. Les quantités offertes baissent, les quantités demandées augmentent. Voilà. Il y a comme une espèce de poil d'araignée qui se met en branle et on finit par retrouver l'équilibre en T3, T4, T5, on n'en sait rien, tout dépendant effectivement du mécanisme qui est huilé ou pas huilé. OK? Inversement, si le prix courant est par exemple ici, on le verra avec le mécanisme par exemple du prix plafond, c'est-à-dire le plafonnement du loyer de logement, comme le plafonnement de la bouteille de gaz butane, comme on vient de le voir dans un pays. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Lorsque le prix courant est plus bas que le prix d'équilibre, qu'est-ce que ça crée? Vous voyez, quand le prix baisse, vous voyez, le prix était à 1 $, il passe à 50 sous. Quand le prix baisse, la loi de la demande dit quoi? Quand le prix baisse, la quantité demandée, on est ici, va augmenter. Voilà la quantité demandée qui est là. Elle va augmenter, ceteris paribus. Elle ira à 10 000. Mais la loi de l'offre, elle dit quoi? Elle dit que quand le prix baisse, la loi de l'offre, la pente est positive, n'est-ce pas? Quand le prix baisse, la quantité offerte baisse. Moins, moins, ça fait plus. Comme plus, plus, ça fait plus. Donc la quantité offerte baisse. Donc la quantité d'équilibre qui était de 5 000 viendra à 2 500. Mais qui commande? Ici, vous avez beau arriver à 10 000 pour demander le pain, sauf que les boulangeries ne consentent à vous produire que 2 500 pains. Vous avez beau arriver à 10 000, vous n'allez pas être tout satisfait. Non, il y aura un gap que le gouvernement, si c'est le cas d'un produit, évidemment, dont le choc du gap provient ici d'une intervention de l'État avec le mécanisme du prix plafond, ben le gouvernement en question n'aura fait que tirer dans son pied. Il va créer un gap. Alors qu'on était à l'équilibre ici et que le marché fonctionnait bien ici. Mais il faut avoir fait économie pour le comprendre. Et c'est comme ça que beaucoup de gouvernements tuent leur économie par incompétence. Par incompétence. Surtout quand on met à la tête des ministères justement chargés de ça, des gens qui ne comprennent rien à l'économie. Simplement par des relations d'affinité, d'appartenance, évidemment, à certains cercles. Mais les capacités, les compétences, rien. Mais quand vous mettez des gens comme ça, c'est comme un médecin qui a de faux diplômes, qui va soigner des malades, il va les tuer. Il va les tuer. OK? Donc, avant d'appliquer une politique, faites d'abord l'analyse coût-bénéfice, l'analyse d'impact, pour aller voir est-ce que la vanne est positive. Si elle est positive, vous engagez. Si les gains sont plus élevés que les coûts, vous engagez. Si ce n'est pas le cas, vous n'engagez pas. Mais ça prend des experts dans le domaine pour comprendre et évaluer, anticiper ce qui s'en vient. Donc, vous voyez ici, bon, là, évidemment, le choc ne vient pas du gouvernement, mais quand je ferai le chapitre sur les interventions de l'État, l'exemple concret sera l'exemple du gouvernement qui intervient avec un prix plafond. Mais le prix plafond, il joue en bas du prix d'équilibre, pas au-delà. Je l'expliquerai plus tard. Vous voyez donc, quand j'ai ce déséquilibre-là, on l'appelle une pénurie. On l'appelle une pénurie. La pénurie, c'est quoi? La pénurie, c'est lorsqu'il y a un excès de demande sur l'offre. Quand la demande est plus élevée que l'offre. Le retour à l'équilibre, vous voyez, le prix courant est là. Pour revenir au prix d'équilibre qui est là, ben, il faut que les prix montent. C'est simple. Donc, le retour à l'équilibre, c'est fait par la hausse du prix. L'ajustement dans les marchés libres, c'est fait par les prix, déterminés de façon libre par le jeu de l'offre et de la demande. OK?
Donc, lorsque les prix montent, qu'est-ce qui arrive? Les quantités demandées baissent. Évidemment qu'on avait un excès de demande. Les quantités offertes montent et au travers du temps, les deux quantités finissent par s'équilibrer à nouveau. OK? C'est ça qui se traduit évidemment par ce tâtonnement-là. Donc, pour avoir effectivement le retour à l'équilibre, les prix montent, les quantités demandées baissent, les quantités offertes montent, ainsi de suite, par des ajustements successifs qui vont donner lieu évidemment à, à une toile d'araignée au travers des mouvements, effectivement, des quantités qui vont se mettre en branle, on finit par atteindre l'équilibre. C'est ce que je vous expliquais que le marché est comme le corps humain. Le corps humain est capable de vous ramener en plein emploi, à l'état de bonne santé, en autant que les globules blancs soient effectivement forts pour lutter contre le virus extérieur qui est entré en vous. Mais attention, il faut avoir un système unitaire solide. Parce que s'il n'est pas bon, ben là, le virus extérieur qui est entré en vous peut tuer effectivement vos globules, vos globules et votre corps, et donc vous-même. D'où le principe de précaution, évidemment, d'aller toujours voir effectivement un médecin au moindre bobo. Donc, on va finir avec effectivement les prédictions à l'aune des variations de l'offre et de la demande qui peuvent effectivement arriver sur un marché. On va effacer ça et qui va le renvoyer et qui vont, pardon, renvoyer à la loi de l'offre et de la demande, laquelle loi est très importante pour faire de la spéculation sur les marchés et pour se faire de l'argent. Ça peut être des marchés de biens, des marchés de monnaie virtuelle, par exemple, comme des marchés financiers. OK? Cette loi-là joue partout. Elle joue partout. Si vous êtes capable de bien anticiper ce qui s'en vient, vous êtes capable de vous enrichir légalement. 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 C'est la loi de l'offre et de la demande. OK? Donc, je vais revenir à mon plan euclidien. C'est le dernier point du chapitre. Voilà mon plan euclidien. OK? Je mets les quantités demandées et offertes ici. Et puis là, je mets les prix. OK? Et puis, je trace ma courbe d'offre. Voilà, initiale. Et puis, ma courbe de demande. Voilà, initiale. L'équilibre est là. L'équilibre est là. Ça me donne lieu à une quantité d'équilibre et à un prix d'équilibre. OK? Donc, il arrive que lorsqu'il y a un choc qui va toucher l'offre ou la demande, ici, les chocs, je le précise, ce sont des facteurs autres que le prix du bien étudié. Si le bien étudié, c'est le bien pain, OK? S'il y a une hausse de l'offre de pain parce qu'il y a une augmentation du nombre de producteurs de pain, de boulangerie, ça n'a rien à voir avec le prix du pain. C'est là où on assiste à une variation de toute la courbe d'offres. Elle va se bouger vers la droite. Regardez l'équilibre. L'équilibre qui était là, à demande constante, l'équilibre qui était là vient ici. Ça se traduit par quoi? Le prix d'équilibre était là, la quantité d'équilibre zéro était là. Ça se traduit par quoi? Ben, par une baisse du prix d'équilibre qui devient P1 et par une hausse de la quantité d'équilibre qui devient Q1. Donc, si je suis un spéculateur, dès lors que je vois que l'offre augmente plus que la demande, je dois m'attendre à une baisse des prix. C'est ça. Inversement, si j'ai une baisse de l'offre, par exemple, on annonce des tempêtes dans une zone où on produit beaucoup de blé, la tempête des cyclones, voilà, et puis force effectivement majeure, et puis on anticipe que ça va détruire toute la matière première de blé, matière première intrant en pain, ben, je dois me dire, oh, tiens, comme c'est des calamités naturelles, c'est un facteur autre que le prix du bien étudié, parce qu'en réalité, quand la cause est le prix du bien, ben, le déplacement se fait sur la courbe. Et là, on parle en termes de variation de la quantité demandée ou offerte. Mais lorsque c'est un facteur autre que le prix du bien étudié, ben là, c'est le déplacement de toute la courbe, à droite ou à gauche. Et là, c'est l'équilibre du marché qui bouge. Et là, on peut faire des prédictions de nouveaux équilibres. Et donc, on peut prendre des positions. On anticipe pour battre le marché et gagner de l'argent. OK? Donc, si on annonce effectivement des cyclones dans
une zone, la zone par exemple où on fait du blé, je m'attends donc à une perte de production de blé. Mais comme j'étudie ici le pain, le marché, c'est le marché du pain. Je vais donc voir l'impact de la destruction des champs de blé sur la production du pain. Il est clair que l'impact, c'est que l'offre de pain, toute l'offre va baisser et donc déplacement vers la gauche. Vous voyez, déplacement vers la gauche. L'équilibre zéro qui était là, on avait l'équilibre 1 ici avec le premier choc. L'équilibre zéro qui était là vient ici à un équilibre 2. Et ça se traduit par quoi? Ben, par une hausse pardon, du prix du pain et par une baisse de la quantité d'équilibre de pain. Vous voyez? On peut jouer pareil côté demande. Si effectivement il y a une crise économique qui touche le pays, ok, et que ça crée des chômeurs, et que les chômeurs, c'est moins de revenus, c'est moins de revenus, mais moins de revenus, c'est moins de demande du bien, ben, déplacement vers la gauche de la courbe de la demande. La demande, elle va baisser, elle vient ici de 1, l'équilibre qui était là, ben, vient ici. On va l'appeler équilibre 3. Donc, ça se traduit par quoi? Ben, par une baisse de la quantité d'équilibre et par également une baisse des prix. On peut donc discriminer au travers de ces variations de l'offre et de la demande à cause des facteurs autres que le prix du bien étudié. On peut donc aller tirer ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande. La loi de l'offre et de la demande. Qui dit quoi? Qui dit que lorsque l'offre est supérieure à la demande, le retour à l'équilibre se fera par la baisse du prix d'équilibre. Et lorsque l'offre est inférieure à la demande, le retour à l'équilibre se fera par la hausse du prix. C'est sur les prix qu'on spécule notamment. Donc, si j'anticipe une hausse du prix d'un bien, vous comprenez que j'ai intérêt à acheter le bien maintenant pour le vendre à un prix plus élevé. Si j'anticipe une baisse du prix du bien et que je suis détenteur du bien actuellement, j'ai intérêt à le vendre maintenant pour ne pas avoir à subir des moins-values lorsque la baisse sera effective. Vous voyez? C'est ça la loi de l'offre et la demande qui permet à pas mal d'économistes de pouvoir jouer avec le marché et de s'enrichir. Bien, voilà, nous voilà arrivés au terme de cette leçon sur le marché, étudié ici sur le plan méso-économique, avec des comportements individuels des agents, puisque le marché étant le lieu de coordination des décisions de ces agents. Nous l'avons vraiment vu à long, à large, et puis c'est très intéressant tout ça. L'économie, ce qui est de bien avec l'économie, c'est pragmatique. Nous la vivons autour de nous à tous les jours. Et je préconise que les cours d'économique ou d'économie soient enseignés dès le jeune âge pour que les populations aient effectivement pas mal de fondamentaux dès le jeune âge et qu'ils fassent des choix rationnels qui les amènent à devenir des créanciers sur le système et pas des débiteurs comme on le voit effectivement dans beaucoup de pays parce que les choix sont mauvais, parce que la littératie financière, on n'en a aucune idée. Voilà. Donc, je vous dis merci. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Bonne nuit à vous. Euh, et donc, à nous voir la semaine prochaine. Merci, au revoir. Bye bye. Merci, au revoir.